Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Si nous revenions sur l'assassinat d'Aboubacar Cissé, 20 ans, ça s'est passé à la Grande Combe, c'est à une quinzaine de kilomètres au nord-est d'Alès, c'est une cité minière, anciennement minière, parce que les mines ont été fermées. Une des villes les plus pauvres de France, ai-je lu je la connais très très bien. Ouais. C'est l'une des plus pauvres de France, alors que ça a été une commune extrêmement riche à une époque, puisqu'il y avait les mines de charbon, mais les mines de charbon ont fermé, et c'est une commune où il y a beaucoup de communautés différentes, évidemment des Italiens, des Espagnols, des Polonais, beaucoup de Polonais, beaucoup de grands joueurs de football sont sortis de la Grande Combe d'ailleurs, des Polonais, Robert Siatka, je ne sais pas si vous vous souvenez, maintenant vous ne pouvez pas connaître, il y a plein de Polonais, et puis après des Algériens qui sont venus pour travailler dans les mines. Différentes générations de l'immigration en France. Alors en tous les cas, c'était une commune riche, et puis c'est une commune qui est devenue l'une des plus pauvres de France. Comme beaucoup de communes, si vous voulez, qui avaient des mines de la sidérurgie et d'autres choses. Alors c'est quand même Cissé était malien. Voilà. Lui. Donc c'était quand même une première absolument dramatique en France. C'est un musulman qui est tué dans une mosquée pendant qu'il priait. Évidemment, ça suscite pour tout le monde une immense tristesse, un effroi quand même de voir la sauvagerie du crime. 50 coups de couteau. Évidemment, on pense à ses proches, on pense aux grands combiens qui semblaient avoir adopté ce jeune malien, à nos compatriotes musulmans et à tous les croyants qui ont peur maintenant quand ils vont prier. Ça, c'est quand même vraiment grave. Et parce que malgré la prudence du procureur, qui est légitime, c'est difficile de penser qu'il n'y a pas là-dedans, dans un crime qui se passe dans une mosquée, une dimension raciste ou anti-musulmane. Évidemment, il faut être prudent, mais enfin, c'est quand même la piste principale d'après le procureur. Alors, évidemment, il y a eu une condamnation unanime du président, du Premier ministre, de la classe politique, mais ça n'a pas empêché Dominique Sopo de SOS Racisme de dénoncer un silence assourdissant, très bizarrement. Et évidemment, à gauche, on en a profité pour dérouler le narratif. Tous ceux qu'on entend hurler à l'instrumentalisation, à la récupération, quand on s'interroge sur le terreau d'une agression islamiste, antisémite ou anti-blanche, eh bien, ils se sont jetés sur l'événement, franchement, avec ce que les Allemands appellent la Schadenfreude, vous savez, la joie mauvaise. On vous l'avait dit, vous savez, l'islamophobie tue. Et puis alors, on a eu, je ne sais pas si vous avez vu, une déferlante de communiqués des élus insoumis. Et Mélenchon, voilà ce qu'il a tweeté, le meurtre d'un musulman en prière et le résultat d'incessantes incitations à l'islamophobie. C'est la faute à Retailleau, à CNews, à Le Pen, surtout à Retailleau d'ailleurs. Et Bruno Retailleau avait piscine persiflé Sopo. Non, il n'avait pas piscine samedi, il avait enterrement du pape, il est ministre des cultes, je vous rappelle. Oui, il était d'ailleurs avec le président de la République. Donc Sopo dit n'importe quoi, le silence. Il est vrai que l'islamophobie se répand en France. Mais attention, il faut faire la différence entre la haine le crime raciste et l'islamophobie. Vous êtes en train de faire ma chronique, là, mon cher Jean-Jacques. J'avais pas lu la suite. Mais je sais que nous sommes d'accord. Alors, je vous ai mis dans la bouche le terme islamophobie, et comme moi, vous le récusez dans ce cadre, et comme Manuel Valls, parce qu'il a été inventé par les mots-là pour discréditer, criminaliser toute critique de l'islam. Alors, pour le recteur, par exemple, de la mosquée de Bordeaux, ce sont les discours politiques sur l'islam et l'immigration qui nourrissent la haine et qui nourrissent, in fine, ce crime. Eh bien non, je crois que moi, ce qui nourrit la haine, c'est le déni. C'est-à-dire, on a parfaitement le droit de détester l'islam, le judaïsme, le marxisme, voire la théorie de la relativité. Ce qui est criminel, c'est ce que vous disiez, Jean-Jacques, c'est la différence. On a le droit de détester les croyances, pas de s'en prendre aux croyants. Et évidemment, ce qui est criminel, attentatoire à la République, c'est d'agresser des musulmans, des juifs ou des disciples d'Einstein. Et de plus, en matière de critique, convenons quand même que l'islam ne montre pas toujours son meilleur visage. Ce n'est pas l'islamophobie qui tue en France, c'est souvent l'islamisme, des professeurs, des juifs, des chrétiens, des journalistes, il y en a quand même eu beaucoup. Et puis il y a l'emprise croissante des frères musulmans. Selon un sondage paru hier, 88% des Français veulent les interdire, ce qui a peu de sens, mais c'est une autre affaire. Et 75% par exemple des sympathisants LFI quand même. C'est quand même pas inintéressant. Et je suis sûr d'ailleurs beaucoup de musulmans aussi. Ce ne sont pas tous des fachos, je pense. Alors pour Mélenchon, islamophobie, c'est un terme étendard. Alors c'est plus fâcheux chez François Bayrou
Bayrou qui a parlé d'ignominie. Ignominie, il a raison. Islamophobe, encore une fois, il a tort. C'est surprenant chez Laurent Wauquiez parce que derrière ce terme de faussaire, il y a le récit qui, à mon avis, est aussi faux, fallacieux, d'une France qui serait gangrenée par le racisme anti-musulman. En réalité, vous savez très bien, il y a beaucoup de Français musulmans qui sont extrêmement populaires. Les Français sont très accueillants, très tolérants. Simplement, ils ne veulent pas changer leur façon de vivre. Et si on considère nos compatriotes musulmans comme des citoyens à part entière, eh bien, comme les autres, ils doivent accepter la critique. À Grandcombe, oui, quand même, le racisme musulman a fait son premier mort. C'est évidemment un de trop. Et évidemment, nous espérons tous que ce sera le dernier, sauf peut-être ceux qui pensent que quelques martyrs serviraient leur cause et leur pouvoir. Suivez mon regard. Bon, très bien, Elisabeth. Alors, nous allons voir ce que vous en pensez. C'est la Grandcombe. C'est la pardon. Grandcombe. Je suis désolé pour les Grands-Combiens. J'ai cherché comment on appelait les habitants, j'ai pas dit Grand-Combois. Mais vous avez bien fait. Voilà. Vous avez bien. Et ce qui m'a surpris hier à la marche blanche de la Grandcombe, c'est que la maire communiste n'était pas à la marche blanche. Bon, dites-moi. Écoutez, mon cher Jean-François Kelly, le regard d'Elisabeth Lévy sur ces faits tragiques. D'abord, il faut regarder les faits en question. C'est ce qui a été commis, cet assassinat qui est monstrueux. C'est un assassinat puisque c'est prémédité. C'est prémédité. Oui. Est-ce que cela relève d'un engagement de l'individu, une sorte de politisation ou de haine de l'islam, ou de la psychiatrie ? Déjà, Encore une fois, mais ça concerne tous les... Il peut toujours y avoir un mélange des deux. Vous savez, l'un n'exclut pas l'autre. Et le problème immédiat, c'est l'instrumentalisation politique de tous ces faits, tous azimuts, qui ne fait que l'instrumentalisation en question, faire monter la pression dans le pays. Il a quand même filmé son acte et il a quand même dit derrière l'islam, c'est une religion de merde ou un truc comme ça. Pardon, j'emploie les mots. Oui. Non, mais la question que pose Jean-François, c'est est-ce que c'est un fait, disons, qui reste pour l'instant isolé, ou est-ce que c'est, comme le prétend Jean-Luc Mélenchon, l'expression d'une islamophobie générale ? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça, non ? Oui, absolument. Voilà. Moi, je veux dire, ce qui me sort par les trous de nez, vraiment, et j'étais en colère hier. Quand j'ai vu cette récupération politique à la place de la République. Je veux dire pourquoi j'étais en colère, parce que Mélenchon fasse de la politique, qu'il ait choisi son camp, c'est son problème. Mais ça rajoute de la fracture et de la pression au pays. Parce que moi, j'ai en mémoire l'assassinat du prêtre Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Par 2 islamistes en plein office. J'aurais aimé que des responsables politiques dignes de ce nom, à gauche, je mets Jérôme Guedj de côté, puisque lui, on lui a dit circulez, vous n'avez pas le droit de descendre dans cette manif. J'aurais aimé qu'on dénonce la christianophobie, vous voyez. Vous avez raison. Mais ça n'a pas eu lieu. Sauf donc, si vous voulez, cette récupération politique qu'on dénie à la droite lorsqu'il y a des crimes odieux. Attention, oui. Mais si. Oui, mais si nous ne voulons pas qu'on nous la dénie. Donc, moi. Mais très bien. Je vois ce que vous voulez dire. Mais pardonnez-moi. Dans ces cas-là, un leader qui est candidat à la présidence de la République, ce qui sera peut-être le cas de Jean-Luc Mélenchon, s'il ne visait pas une communauté précise, devrait s'associer à tous les crimes religieux qui ont lieu dans ce pays. Eric, quand il y a un crime à Nantes, vous avez Ciotti qui tout à coup, Éric Ciotti récupère aussi dans la seconde qui suit. Alors je voudrais vous répondre. La récupération politique, c'est une pratique franco-française qui est insupportable. Je voudrais vous répondre à ça. En fait, on a parfaitement le droit d'essayer de chercher, à partir d'un événement, s'il a une signification politique. Le seul problème, et donc on le fait régulièrement, parfois à tort, parfois à raison, le seul problème, c'est que celle que Mélenchon en tire est totalement fausse. On a le droit de réfléchir politiquement à tout événement. Il n'y a pas des événements de droite et des événements de gauche. Mais la faute, c'est la surréaction trop rapide. Bon, 8h25.